Un jour, je me suis réveillé dans un monde qui ne ressemblait plus à celui d'hier, un monde dépourvu de sens. Et pourtant ce monde, des soldats se sont battus pour le défendre, et nos parents et grands-parents pour le construire. Alors qu'aujourd'hui, conditionnés à un régime sanitaire pour des raisons qui restent encore douteuses, nous marchons chaque jour masqués dans un brouillard pandémique. Un brouillard sanitaire tout aussi médiatique que politique. Il est vrai que chaque guerre a son ennemi, mais en définitive sa raison d'être est rarement clairement mise en évidence. À qui profite donc le crime, au final? Est-ce le problème, le réel problème? Ou plutôt ceux qui créent le problème? Donc demain, quand vous vous réveillerez, pensez également à retirer le masque que vous avez sur les yeux. Bonsoir Philippe, donc tu es un ancien chauffeur de bus touristique donc en Normandie et tu as notamment donc fait visiter les plages de débarquement donc à ces touristes. Ouais. Et donc selon toi tu aurais ton mot à dire sur la Seconde Guerre mondiale par rapport à un certain témoignage que tu as pu avoir d'un de ces touristes que tu as pu transporter Oui, durant ton expérience professionnelle, quoi. Oui, oui, bien évidemment. Les touristes, et pas que des touristes, puisque j'ai transporté aussi pas mal de vétérans. Mais il y a, alors il y a plusieurs histoires qui m'ont profondément touché, bouleversé d'ailleurs. Mais une tout particulièrement, une histoire qui se relie d'ailleurs à l'histoire familiale, puisque ma mère, qui est née à Aulnay-sur-Odon, une ville martyre qui a été complètement rasée, me racontait que petite fille qu'elle était, elle avait 8 ans lors du débarquement, lors de la bataille de Normandie, elle avait 8 ans, elle s'était retrouvée avec ses petits copains, ses petites copines, enfin c'est-à-dire non, avec la population qui partait se réfugier parce qu'ils étaient dans les tranchées, à sortir les mouchoirs des poches pour se signaler aux avions. Les avions, c'était des avions alliés, hein, puis on bombardait. C'était pas l'ennemi allemand, l'armée allemande. Non, c'était l'aviation anglo-américaine qui a bombardé, qui a rasé la ville. Et puis, il y a quelques années de ça, j'étais amené, j'avais des Américains, des Canadiens à bord de mon car, et puis voilà, il y a une femme canadienne, très bien, très distinguée, que tu as à peu près dans mes âges, ou peut-être un petit peu plus jeune d'ailleurs, une Québécoise qui parlait parfaitement français, bien sûr, et qui nous a demandé de nous arrêter au cimetière canadien de Béni-sur-Mer, Revier. Donc c'est sur le secteur canadien de Juno Beach, et elle voulait là, dans ce cimetière, retrouver la tombe d'un copain de son père. Son père a perdu un de ses copains dans cette bataille de Normandie. Mmh. Et alors, elle était très triste parce que elle me racontait qu'à plusieurs reprises, depuis longtemps, elle voulait ramener son père en pèlerinage en France, en Normandie notamment, parce que son père, il était artilleur sur un bombardier Halifax. Alors Halifax, c'était un avion bombardier des Alliés, et son père, il avait honte de ce qu'il avait fait parfois, et il avait peur de se faire lyncher en revenant en France. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que il savait qu'il bombardait des civils. Alors, bien sûr, on connaît l'histoire officielle. On dit toujours, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, qui écrivent des livres d'histoire. Mais là, d'entendre ce témoignage, moi, ça m'a profondément bouleversé, parce que, et puis, cette détresse se lisait sur le visage, dans l'expression de cette femme qui aurait aimé ramener son vieux père en pèlerinage ici en Normandie, notamment, enfin en France d'une manière générale.
et son vieux père qui avait peur de se faire lyncher, qui avait honte de ce qu'il avait fait d'avoir bombardé des civils. Donc, si je relis les deux histoires, ma mère agitant son petit mouchoir, et puis cet aviateur canadien qui avait l'ordre et qui était obligé d'exécuter les ordres, de lâcher ses pruneaux, de lâcher les bombes sur des populations civiles. Évidemment, moi ça m'émeut profondément hein, de me dire que cet homme-là qui aujourd'hui, alors il n'est peut-être plus de ce monde hélas, puisque il y a déjà quelques années, j'ai cette histoire avec cette femme canadienne, sa fille, mais que cet homme a passé sa vie avec ce remords épouvantable d'avoir bombardé des innocents. Là, mais alors pourquoi officiellement, enfin, il devait bombarder la ville en fait Ben voilà, non mais là c'est alors l'histoire officielle dit que on a rasé Aulnay-sur-Odon, enfin l'aviation alliée a rasé Aulnay-sur-Odon de la carte. C'était pour couper la route aux Allemands parce que évidemment il y avait des divisions allemandes qui remontaient du sud, comme la tristement célèbre division d'Eisreich qui est remontée et qui a fait un funeste arrêt à Oradour-sur-Glane, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres exactions commises par ailleurs aussi. Mais donc pour couper la route, les renforts allemands les troupes allemandes qui venaient en renfort pour contrer le débarquement, soi-disant ils ont rayé Aulnay-sur-Odon de la carte juste pour couper la route à d'éventuels renforts. Alors moi je vois pas en quoi un tas de ruines, un tas de cailloux, une ville transformée en un tas de pierres peut couper la route à une armée avec des chars d'assaut, enfin etc. Elle contourne le tas de pierres et puis elle poursuit sa route. Enfin je vois pas bien, c'est pas un trou de bombe. Bon, on coupe un pont sur un fleuve, d'accord, mais il y a pas de fleuve à Aulnay-sur-Odon. Donc je vois pas bien comment le fait de rayer la ville de la carte, c'est terrible quand je pense à cet homme-là qui avait vécu sa vie durant avec ça sur la conscience, avec ce remords. C'est apocalyptique. Il y a des histoires personnelles. Il y a un habitant d'Aulnay, par exemple, qui a enterré 2 fois son père. Son père a été tué lors d'une première vague de bombardement. Ils l'ont enterré aussitôt le lendemain, et puis le surlendemain, une deuxième vague de bombardement est venue éventrer le cimetière. Il a été obligé de réenterrer son père dans un chaos indescriptible. Et tout ça pour des explications qui sont pas du tout crédibles, quoi, qui sont pas logiques, un bombardement qui n'est pas... Non, parce qu'en plus, bon, on sait que les Alliés avaient des renseignements, la résistance fournissait des renseignements, donc Aulnay c'était une ville dans les terres, donc contrairement au littoral, bon, le littoral, effectivement, les Alliés sont débarqués, là, ça a castagné dur. Bon, Caen a été énormément détruit aussi, des villes comme Caen, mais là, on s'y est battu. Caen a été libéré le 19 juillet, donc le débarquement c'était le 6 juin, donc ça veut dire que pendant un mois et demi, ils se sont battus comme des chiens pour prendre Caen. Donc, oui, bon, là, on ne fait pas d'omelette sans passer deux, la guerre c'est la guerre, Caen a été détruite, mais il y a eu des combats. Tandis qu'Aulnay-sur-Odon, non. Et est-ce qu'il y a eu que des villes, est-ce qu'il y a eu que Aulnay-sur-Odon, ou est-ce qu'il y aurait eu d'autres villes aussi, dans le même cas, qui auraient été bombardées, disons, de manière pas vraiment crédible? Oui, il y a plusieurs litiges dans ce sens-là. Il y a la ville de Vire, Fougères, et puis alors le Havre. Alors bon, le Havre c'est un port stratégique, donc que les Alliés bombardent le dépôt pétrolier pour le dépôt de carburant pour couper la retraite des Allemands, enfin leur couper les approvisionnements en carburant, donc ils bombardent le dépôt de carburant, oui, mais bon, la ville du Havre a été rasée tout pareil, et c'est pareil, il y a beaucoup de vieux, beaucoup d'anciens qui ne comprennent pas qu'on ait rayé le Havre de la carte. Bon, le Havre, le Havre encore, c'était stratégique, c'est un gros port, admettons. Mais Aulnay-sur-Odon, là-bas dans le fond de la Pampa, voilà, il y avait les renseignements de la résistance disait où se trouvaient les troupes allemandes. Et puis, alors, donc, les Alliés, parce qu'il y a eu un débat, et voire même un début de
procès, je crois, un débat virulent, et les anciens de Honnay portent pour les Alliés dans leur cœur. Et il y a eu un débat, donc, et puis alors là, les Alliés ont répondu, non, c'était la route des Allemands. Et d'ailleurs, on avait largué des tracts sur la ville pour ordonner, pour enjoindre les habitants, la population civile, à évacuer la ville, puisque la ville allait être bombardée. Or, personne de mémoire n'a jamais vu l'ombre d'un seul de ces tracts à Honnay. Alors, ce à quoi les Alliés, le commandement anglo-américain a répondu, non, c'est parce que les tracts, il y avait le vent a emporté les tracts au diable vauvert. Voilà comment ils se sont débarrassés de la question. Et puis que la fête continue. Donc oui, là on peut effectivement se poser des questions sur le pourquoi, sur le pourquoi d'une guerre, oui. Alors, et puis bien sûr il y a plein d'autres éléments qui viennent nuancer l'histoire officielle, enfin le discours que l'histoire officielle a retenu. Et voilà, on dit toujours ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est lourd à porter. Donc des bombardements non justifiés, une stratégie alliée qui n'est pas crédible, puis des explications par la suite qui sont dissuasives, mais au final, à qui profite réellement l'intérêt, ne serait-ce que de faire des morts civiles? Oh, des questions, il y en a, et puis des sérieuses. Il y a un livre, j'ai dû le prêter, Trading with the Enemy. Alors il est en anglais, ce livre de Charles Hagen, qui était un journaliste, et qui explique comment les businessmen new-yorkais, enfin les grands boutiquiers américains faisaient commerce joyeusement avec Hitler, enfin avec le Troisième Reich. Hitler qui payait en bon gros lingot d'or, donc, et puis c'était des Américains, et voilà. Et de toute façon Hitler, il était équipé, son matériel était équipé de moteurs General Motors, Opel, enfin de Ford, etc. Et puis le carburant, et donc Hitler payait en bon gros lingots d'or, les lingots qui provenaient des banques qu'il avait pillées au travers des pays, mais qui provenaient aussi des fours crémateurs, puisqu'ils arrachaient les dents en or, les bijoux, etc. Et donc Hitler payait avec ça des businessmen américains. Oui, donc ça c'est parfaitement décrit dans le livre de Charles Hagen, par exemple, Trading with the Enemy, excellent. Il y a aussi Hannah Arendt, qui, elle, une philosophe juive allemande, qui a fui les pogroms en 1941, qui a fui aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, elle a dénoncé ce qui se passait, et elle en témoigne dans son livre Eichmann à Jérusalem. Elle témoigne, elle aussi, comment une certaine intelligentsia new-yorkaise faisait du business avec le Troisième Reich, bien sûr. Oui. Mais ça bien évidemment, l'histoire n'en parle pas. Alors de fait, oui, il y a plein de questions comme ça qui restent des questions sérieuses qui méritent d'être posées, oui. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui avec quelque part la crise sanitaire, où il y a beaucoup de zones d'ombre, disons, et c'est vrai qu'on pourrait se demander... Là, tu veux me faire mettre ma casquette de complotiste. Quand on a Macron qui, il y a un an, nous déclarait la guerre, nous sommes en guerre. Voilà, finalement, on se demande une guerre pour servir qui, réellement, au final, quoi. C'est la question qu'on pourrait se poser par rapport à ce genre de témoignages. On peut se la poser. De la Seconde Guerre mondiale, à Honnay-sur-Odon, des bombardements, par exemple, qui sont pas justifiés, et qui doit être un exemple parmi tant d'autres. C'est une grande question, ça. Oui, qui sert la guerre? Oui, c'est bien grande question. Et effectivement, voilà, j'étais en train de te parler de Macron qui, il y a un an, nous déclarait la guerre.
Nous sommes en guerre, nous disait-il, et à 6 reprises, il prononçait. Alors, faut bien le retenir, ça. Alors bon, je ne suis pas spécialement un marabout ni un adepte de la numérologie ni quoi, moi. Mais à 6 reprises, Macron nous dit nous sommes en guerre, 6 reprises. Le débarquement, il a eu lieu le 6 juin, donc le 6 du 6e mois, à 6 heures du matin. D'accord, ok. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert sur le net, incidemment, que un cimetière américain, c'est quand même cimetière américain d'Omaha Beach, c'est quand même 9387 soldats, alors des gamins, pour la plupart des gamins de 18-20 ans, qui sont alignés là dans ce cimetière. Et alors bon, j'ai parcouru maintes et maintes fois ce cimetière à l'occasion de maintes et maintes visites de plage de débarquement que j'ai pu faire avec mon bus. Et c'est sur le net, il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert que sur le monument mémorial qui domine le cimetière, un truc vraiment très martial, un monument énorme, eh bien, sur le côté un petit peu à l'abri du regard, donc le côté obscur, voilà, la face obscure du monument, eh bien, on trouve tout simplement le triple 6 qui est gravé là, par 2 fois. Le 6, donc sur l'arrière de l'aile sud du monument, et puis sur l'arrière, sur le revers de l'aile nord, donc côté mer de ce monument, et bien là c'est tout simplement la pyramide avec l'œil d'Horus. Donc voilà le symbole kabbalistique par excellence. Alors là, c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on se dit là, il y a quand même bientôt 10 000 gamins qui sont étalés là, et les autres, ils viennent coller leur estampille, exactement comme le maçon qui appose son panneau publicitaire sur son chantier. Alors oui, effectivement, on peut se poser la question, enfin moi je me la pose, à qui profite le crime? Ça veut dire que finalement, oui, là aujourd'hui sur la situation, il y a des soldats qui se sont battus pour nos libertés, et aujourd'hui on se retrouve à porter un masque pour en quelque sorte une même sorte de guerre floue et pas vraiment claire. Enfin, pour ne pas être clair, la situation n'est pas claire du tout, non. Effectivement. Oui, parce que oui, l'histoire officielle nous dit que tous ces jeunes garçons, ils sont venus tomber pour notre liberté, pour défendre notre liberté. Ah oui, la liberté aujourd'hui, la liberté d'être muselé, la liberté d'être bouclé au placard, confiné ou couvre-feu à 18h. C'est cette liberté-là qu'ils sont venus défendre, c'est-à-dire en quelque sorte, pour le dire plus prosaïquement, la liberté du renard en le poulailler. Donc oui, on peut poser la question comme ça, tout à fait certainement. Et pour ma part, moi je la trouve pertinente, oui. Nous sommes en guerre. La France entend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour construire le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies LBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Alors,
Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-ci? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.